Vous accueillir sur cet atelier qui donc est dédié à l'organisation du bloc opératoire. Donc j'espère que vous êtes impatient de découvrir pourquoi, malgré tous les indicateurs qu'on peut tous produire, au quotidien ou à la semaine ou au mois sur le bloc opératoire, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas toujours à améliorer son organisation? Et donc on verra comment est-ce qu'on peut y remédier avec, différents prérequis et différentes petites actions. Donc j'imagine que parfois vous produisez vous-même vos indicateurs, puis parfois, vous êtes face à vos tableaux de bord, votre rapport, puis, vous êtes un peu figé sur les chiffres qu'on vous propose et vous demandez comment est-ce que vous pouvez finalement interpréter les chiffres pour pouvoir, derrière décider et améliorer le fonctionnement du bloc opératoire. Donc rassurez-vous, enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul forcément dans ce cas-là. Ça arrive régulièrement. Donc voilà, ça pique un peu, mais on va expliquer, quelques codes assez pratiques pour pouvoir, améliorer tout ça au quotidien. Donc, assez rapidement, je vais parler de Datamento. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous connaissent déjà, donc je ne vais pas non plus m'étaler. Donc Datamento, on est une petite boîte grenobloise, on est une dizaine de collaborateurs et on travaille sur la performance, des plateaux techniques à travers, ce que nous on estime comme étant essentiel, à savoir la production d'indicateurs de performance. Donc on équipe aujourd'hui sur le bloc opératoire 120 établissements en France et donc on est aussi donc, l'outil qui est utilisé durant, par plusieurs, 6 ARS de mémoire sur les campagnes de benchmark qui sont initiées dans différentes régions. Donc ça peut être aussi bien pour les urgences, l'imagerie, la consultation externe, voilà, suivant les sujets. Donc c'est nous qui créons l'outil dédié à ça. Donc, alors je vais commencer avec, un peu de provoque, mais pas tant que ça. Faut comprendre que moi j'ai une conviction, c'est que vos indicateurs sont faux. Alors je vais marquer 2-3 fois pour être certain que tout le monde comprenne bien le message. Voilà, je suis à peu près certain que vos indicateurs sont faux. Et donc, on vous a probablement dit que les outils que vous utilisiez, donc ça peut être des logiciels de bloc, des systèmes de BI ou même, votre tableau Excel préféré, vont vous fournir des indicateurs qui sont précis, fiables et dignes de confiance. Et bien, en fait, quelque part, on vous aura menti parce que c'est pas vraiment ce qui se passe enfin, concrètement sur le terrain. Les DSI, comme les éditeurs de logiciels, vous promettent des indicateurs qui sont exacts. Mais en fait, ces outils génériques, ils vont pas capturer, les complexités spécifiques du bloc opératoire et ça, c'est un vrai problème pour pouvoir objectiver les pratiques et pouvoir embarquer tout le monde dans une démarche d'amélioration du bloc opératoire. Donc, finalement, derrière ça, vous pourrez avoir la meilleure gouvernance du monde, le meilleur dialogue de gestion, les meilleurs managers. Si vous n'avez pas comme premier prérequis des données qui sont exactes, votre projet d'amélioration de l'organisation, il est clairement voué à l'échec. Ou même au pire, vous aurez l'illusion d'être performant alors que ce n'est pas le cas. Donc au final, le résultat, ça sera le même. On aura des tensions financières, des tensions RH, des tensions sur la patientèle. Donc peut-être que vous avez déjà fait ce constat-là durant des conseils de bloc. Vous avez des chiffres qui sont contestés, les débats ils s'enflamment, les décisions sont reportées et au final, il y a pas grand-chose qui change. Donc la désorganisation, elle persiste, le climat, il se dégrade et puis vous vous demandez pourquoi vous avez participé à cette réunion qui finalement est stérile. Et donc tout ça, c'est quand même relativement grave parce que des données qui sont inexactes, ils vont mener à des décisions qui vont être inefficaces. Vous allez prendre des décisions stratégiques qui sont erronées en vous basant sur des informations qui sont fausses. C'est comme, en fait, construire une maison sur du sable mouvant, rien qu'elle n'est stable là-dessus et donc ça va également générer de la frustration, auprès du personnel qui, va se démotiver, qui n'aura plus confiance dans sa direction et l'ambiance de travail, va forcément se dégrader au fur et à mesure. Je regarde juste si j'ai des questions entre-temps, s'il y a des choses qui se sont dites ou pas dites. Très bien. Je vois que madame Grunfeld est très attentive. Merci beaucoup. Donc on va passer à un premier point méthodologique avec des exemples concrets. Sur le calcul en fait de taux d'occupation. Donc, j'avais déjà fait ça durant mon dernier atelier et c'était quelque chose qui était assez pertinent. Donc on va refaire, finalement cette étape-là. Je vais vous demander de calculer des taux d'occupation sur des cas de figure qui sont, pour commencer, très simples et puis qui vont se complexifier un petit peu au fur et à mesure. Donc là, moi, pour l'exercice, j'ai également en fait, fait les choses, de manière un petit peu, comment dire? Excessive en proposant en fait une vacation et une seule intervention en face de tout ça. Donc là, on imagine que c'est une vacation à gauche tout en vert ortho et tout en bleu gynéco et qui va de 8 heures à 18 heures, imaginons et face à ça, on a une seule intervention. Donc là, dans le premier cas de figure, est-ce que vous pouvez me dire, c'est pas très compliqué pour commencer, quel est le taux d'occupation de la vacation pour l'ortho et pour la gynéco? En écrivant dans questions-réponses, commentaires ou en prenant le micro tout bêtement.
Donc j'ai une réponse pour l'instant. N'hésitez pas en fait à interagir. Donc effectivement, là, il y avait rien de bien sorcier. On est sur 100. On utilise l'entièreté de la vacation de 8 heures à 18 heures. On va passer sur un second cas, guère plus compliqué, où finalement on a la vacation d'ortho en salle 1, la vacation de gynéco en salle 2, et pour une raison que j'ignore, on a interverti finalement les opérateurs. La gynéco a travaillé en salle 1 et l'ortho a travaillé en salle 2. Quel est le taux d'occupation de la vacation? Ouvrez vos micros, hein, ça ira plus vite pour répondre si vous le souhaitez. Donc pour l'instant, c'est un peu tarte à la crème, hein, c'est cucul à praline, je vous l'accorde. On va rentrer assez rapidement dans des choses un peu plus compliquées. Donc on me répond 100. Donc oui, bien entendu, c'est 100 parce que là, on calcule un taux d'occupation de vacation, on ne calcule pas un taux d'occupation de salle. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est le taux d'occupation de vacation. Le taux d'occupation de salle parle d'une contrainte en fait immobilière. Est-ce que j'ai assez de place pour faire mes interventions? Là, on parle vraiment de est-ce que j'ai assez d'équipes pour faire mon intervention quand on regarde le taux d'occupation de vacation. Donc là, bah oui, pas de sujet, on a répondu correctement. Un troisième cas, encore une fois relativement simple, mais qui peut parfois faire débat. Donc, quel est mon taux d'occupation en ortho et quel est mon taux d'occupation en gynéco? On répond 100. Effectivement, c'est 100 pour l'un comme pour l'autre. On voit que finalement, on a commencé de manière précoce en salle 1 et qu'on a fini en débordement en salle 1 également. Mais le taux d'occupation de vacation, je vous montrerai en fait à travers un graphique par la suite, ne se concentre que sur l'utilisation de mon temps opératoire durant la borne prévue, donc à savoir 8 heures 18 heures. Ce qui s'est passé avant, ça va se calculer avec d'autres taux, pas le taux d'occupation, avec le taux d'activité ressources. Mais en fait, on s'intéresse uniquement à ce qui a été fait dans la borne. Donc en fait, on est encore une fois bel et bien sur du 100. Hop, j'ai perdu mon curseur. Quatrième cas de figure, pas beaucoup plus compliqué, mais un petit peu quand même. J'ai mon ortho qui travaille en salle 1, mais aussi en salle 3. Alors que ma gynéco travaille uniquement en salle 2. Quel est le taux d'occupation pour les 2 vacations? Je vous sens pas trop transpirer, je crois que c'est assez facile pour l'instant. Effectivement, on est sur 100 partout. Encore une fois, je m'intéresse à l'usage de mes équipes paramédicales. Donc là, l'intervention qui a eu lieu en salle 3, c'est la même équipe qui a suivi le chirurgien. Donc on calcule l'occupation, l'utilisation de ces équipes paramédicales. On est donc sur 100. Et donc on arrive sur un dernier cas de figure qui représente finalement la vraie vie d'un bloc opératoire. Et là, je vous demanderai à tous de faire un petit effort et de noter en fait ce que vous imaginez comme taux d'occupation pour ortho 1, taux d'occupation pour ortho 2 et taux d'occupation pour gynéco 1. Là, on va prendre le temps, 2 minutes d'attendre vos réponses. Là, on est vraiment sur ce qui se passe sur un bloc opératoire et c'est là-dessus en fait qu'on commence à rencontrer des biais méthodologiques sur la bonne compréhension du bloc opératoire. Donc, je vous accorde une petite minute de réponse. Voilà, donc là, ça commence à devenir intéressant. Parce que finalement, on n'a pas des réponses unanimes. On a un petit peu tout, des choses qui pourraient être à peu près vraies, à peu près fausses, c'est selon. Moi, spontanément comme ça, je ne peux pas répondre et en fait, votre logiciel de bloc ne peut pas répondre non plus, en fait, de façon certaine. Il va vous faire des propositions et vous allez vous consommer ces informations en étant, confiant dans sa réponse. Sauf qu'en fait, comme je vous disais, ce logiciel vous ment. Il ne faut pas du tout lui faire confiance. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Les choses sur lesquelles je vais être sûr. La salle 1, l'ortho 1 a fait son intervention de 8 heures à 10 heures. Très bien. Donc j'ai déjà 25 en fait qui sont sûrs là-dessus. Pour la gynéco, je sais que j'ai à peu près 75-80 qui sont faites dans la salle 2, donc pas trop de sujet là-dessus, je suis assez d'accord. Pour l'ortho 2, l'intervention de la salle 3 est effectivement faite par l'équipe d'ortho 2. Donc là, on a déjà 25 pour ortho 1, 25 pour ortho 2 de façon certaine.
À 10 heures, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien pour l'ortho dans ma salle prévue. J'ai rien dans l'ortho 2 pour la salle prévue non plus. Pourtant, j'ai de l'activité d'ortho en salle 4. Donc là, j'ai une première interrogation. Qui est-ce qui a fait cette intervention? C'est ortho 2 ou c'est ortho 1? Bah, je sais pas. Le logiciel peut pas le savoir de façon certaine. Donc, nous, on a un système expert qui va permettre de proposer sur une base de scoring des propositions en prenant, par exemple, en fait, la salle comme référence ou le chirurgien comme référence ou différents critères comme référence. Donc là, on a une première interrogation. Concernant l'intervention de midi, ça a été fait en salle 1, donc là, on peut légitimement estimer en fait que c'est l'ortho 1 qui l'a faite. Très bien. Et en face de ça, on a une intervention en salle 4. Donc, si c'est pas ortho 1 qui a fait, on peut également légitimement supposer que c'est l'ortho 2 qui a fait l'intervention. Donc là, pour les deux, on est en train d'affirmer qu'il y a déjà 50% d'occupation de vacation qui sont certains pour l'autre, pour l'un comme pour l'autre. Et on a une quatrième intervention qui a eu lieu en salle 2. Et donc là, bah, c'est pareil, on ne sait pas du tout qui a fait cette intervention. Donc, on pourrait très bien imaginer que... Oui, Bonjour, bonjour. c'est Oloron. Bonjour Laurent. Eh ben, prenez en cours le schéma et en fait, si vous avez des questions, des réponses, n'hésitez pas à utiliser en fait, l'onglet conversation. Donc, on pourrait très bien imaginer finalement que l'intervention 1 en salle 3, l'intervention 2 en salle 4, l'intervention 3 en salle 4 et l'intervention 4 en salle 2 soient faites par l'ortho, ce qui ferait finalement 50% d'occupation de vacation en salle 1 et 100% pour l'ortho 1 et 100% d'occupation de vacation pour ortho 2. Mais on pourrait très bien imaginer que celle-là, la 1 en salle 1, la 3 en salle 1 et que la 4 en salle 2 soit faite par ortho 1, ce qui ferait qu'on a 75% d'occupation de vacation pour ortho 1 et 75% d'occupation pour ortho 2. Donc on n'a aucune garantie en fait de la production des indicateurs du logiciel. Il y a des doutes et il faut pouvoir en fait répondre à ces doutes en corrigeant les données en amont. Et de la même manière, finalement, l'intervention qui a eu lieu en salle 2 ici, après la gynéco, c'est certes de l'ortho, mais il n'y a rien qui me garantit en fait que ce n'est pas l'équipe de gynéco, l'équipe paramédicale de gynéco, qui a accompagné l'ortho pour faire cette intervention-là. Donc on pourrait même imaginer que finalement, la gynéco ici soit pas sur un taux d'occupation de vacation de 80% ou 75%, mais soit sur 100%. Donc, c'est ce que je vous racontais, c'est qu'il y a plein de cas particuliers qui font qu'aujourd'hui, j'ai la certitude que vos indicateurs depuis vos BI, depuis vos logiciels de bloc, sont faux. Et il y a même en fait des groupes qui font des calculs de taux d'occupation qui riment à rien, sur lequel en fait ils vont prendre uniquement l'heure de début d'intervention de la première intervention, puis l'heure de fin de la dernière intervention pour calculer son taux d'occupation de vacation, en ne prenant pas en considération les temps interpatients au milieu. Donc, je dis une bêtise, j'ai une vacation de 10 heures, je travaille de 8 à 9, je fais une intervention, et je finis en fait à 18 heures, et je fais donc une deuxième intervention de 17 à 18, et ben en fait, ce groupe va calculer qu'il y a 100% d'occupation de la vacation parce qu'ils prennent uniquement le début et la fin et ne considèrent pas ce qu'il y a au milieu. Donc là, en fait, on est sur un biais méthodologique où il y a même 80 points de différence par rapport à la réalité. Voilà, c'était un petit exercice que je trouve rigolo et en fait qui est assez révélateur, surtout sur le dernier point. On va continuer. Donc, euh, il y a d'une part donc ce prérequis de la donnée, qui est très important et en fait, d'autre part, il y a des problèmes d'indicateurs en fait qu'on va estimer complexes ou incompris et donc on va prendre un exemple en fait concret. Est-ce que vous estimez, alors vous me répondez oui ou non tout bêtement, est-ce que vous estimez qu'un taux d'occupation des vacations est un indicateur qui est simple? Il y a juste 3 lettres à écrire, ça devrait aller vite. Vous pouvez me faire comme ça ou comme ça si vous voulez, je vous vois. Donc on me répond que oui. Très bien. Ah, je suis pas d'accord. C'est pas ah, j'ai fait une bêtise, je crois. Vous voyez encore mon écran ou pas? Oui? Alors, comment se calcule le taux d'occupation des vacations? Donc là, j'ai, mes 3 indicateurs clés. Le taux d'occupation des vacations, c'est en fait le deuxième graphique, c'est, ce qui apparaît en fait, donc le TVO qui est recoupé par toutes les zones grises. À savoir en fait que, comme je vous disais, je prends uniquement ce qu'il y a entre la borne 8 heures et 18 heures. Donc là,
je vais comparer un TROV, un temps réel d'occupation de vacation, par rapport à un temps de vacation qui est offert. Donc, je ne m'occupe pas de ce qui s'est passé avant la borne, après la borne, ni ce qu'il y a en overbooking. Donc là, je compare 8h30 avec 10 heures de TVO. Donc, ça me fait un taux d'occupation de vacation. Donc oui, le calcul comme ça, en fait, il a l'air simple. Mais sauf qu'en fait, qu'est-ce que ça nous raconte un taux d'occupation de vacation? Ben, un taux de c'est stratégiquement extrêmement important, mais ça nous raconte tout et rien à la fois. Parce que finalement, c'est un indicateur qui est extrêmement global. Sachant qu'une intervention, c'est l'association du travail du brancardier, de l'anesthésiste, du chirurgien, des IA, des IBOT, des ASH, ça reflète un travail collectif. Le taux d'occupation, il va analyser le moment durant lequel le patient est dans une salle, peu importe la qualité d'organisation que j'aurai une fois qu'il est dedans. Donc oui, son modèle de calcul est extrêmement simple, mais finalement, moi j'estime que c'est assez complexe d'identifier si je suis bon ou pas bon, et c'est assez compliqué en fait de le rendre compréhensible face en fait à toutes les équipes qui vont consommer cette information. Aujourd'hui, l'ANAP nous propose d'atteindre quelle cible sur un taux d'occupation? Pareil, il y a 2 chiffres à noter. 85, tout à fait. Donc moi je rajoute 85 avec un petit smiley. Parce qu'en fait, 85 des vacations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bon ou que je suis pas bon? Ça veut dire que je suis un bon élève? Déjà, la première chose, c'est ça va dépendre si je de la spécialité sur laquelle je travaille. Si je travaille en fait en ortho-traumato avec, beaucoup de prise en charge des urgences, est-ce qu'un 75, ça serait déjà pas en fait un bon score? Je sais pas, j'ai mes propres cibles à fixer. Alors que finalement, quand j'ai une chirurgie qui est hyper réglée, comme, l'ophtalmo, bah, 85, c'est presque un score médiocre parce que je pourrais avoir assez là facilement 95 voire 92 en fait d'occupation des vacations. Ça, c'est la première chose. Mais le 2e point, c'est qu'on peut avoir 85 d'occupation des vacations, mais finalement faire beaucoup de débordements avant et après le TVO, ou voire même faire beaucoup de travail en hors TVO et donc très largement surutiliser mes ressources paramédicales. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en perspective ce taux d'occupation des vacations avec le taux d'activité ressources et le taux d'activité en vacation. Et ça, en fait, on pourra en reparler plus tard sur un rendez-vous individuel si vous le souhaitez. Donc là, déjà, on peut, dire qu'on a 85, mais on a beaucoup de débordements, donc on n'est pas aussi bon que ça. Mais c'est même pas ça le pire. Parce qu'au final, on va imaginer qu'on déborde pas du tout. On travaille uniquement dans la borne de ma vacation. Eh ben, je peux simplement avoir le sentiment d'avoir une bonne organisation, alors que je suis mauvais dans le processus. Là, je prends par exemple le cas de figure de la première intervention de la journée. Entrée en salle du patient à 8 heures, induction 8h45, incision 9 heures, fermeture 9h15, sortie 9h20. Donc là, même, on imagine sur toute la journée, même si j'ai un taux d'occupation de 85, j'ai déjà perdu 45 minutes entre l'entrée et l'induction. Dans ce cas, en fait, je suis déjà pas performant. Donc, c'est entre autres ça qui vous empêche d'améliorer votre organisation. C'est que vous allez présenter des chiffres qui sont globaux, très intéressants, sur lesquels en fait on peut apporter des choses, mais finalement, il y a plein de choses un peu plus particulières dans le détail qui montrent déjà qu'on a des leviers extrêmement importants. On a des causes sous-jacentes en fait de désorganisation. Donc c'est pour ça qu'il va être important de distinguer 3 types, d'indicateurs. Il y a l'indicateur de performance globale. C'est l'interprétation stratégique qui va consister à comprendre la performance générale du bloc pour comprendre les orientations des décisions. Si votre taux d'occupation est de 70, effectivement, il y a peut-être de la marge pour optimiser. Mais attention, il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives. Ça va être important de comparer en fait avec les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que le taux d'occupation atteint 85, 90, 95 en fait, comme on l'a visé? Donc pour ça, vous pouvez vous benchmarker pour voir comment votre bloc se situe par rapport à d'autres établissements similaires ou par rapport à différents collègues dans l'établissement. Et puis si le taux est inférieur à l'objectif, faut enquêter sur les raisons. Vous pouvez alors revoir la planification des interventions et optimiser la location des ressources, que ce soit les salles ou le personnel. Donc là, on verra que finalement, ce taux d'occupation des vacations, par exemple, c'est un indicateur qui est consommé de manière macro. On peut rentrer dans la spécialité, mais en fait, ça sera pour une notion stratégique plutôt que de pilotage. Pour le pilotage, on a des indicateurs qu'on appelle les indicateurs de processus. C'est l'interprétation opérationnelle qui va viser à améliorer l'efficacité des étapes spécifiques du flux opératoire. Si par exemple le temps de préparation des salles est trop long, il est peut-être temps de revoir en fait les procédures. Donc, il faut être capable d'identifier les goulots d'étranglement, comme les temps de préparation qui sont trop longs ou des retards fréquents. C'est également important de détecter les variations qu'on peut avoir d'une spé à l'autre, d'une journée à l'autre, par exemple. Dans le cas précis, on peut s'imaginer pourquoi certains jours, les démarrages sont, plus tardifs que d'autres. Et donc pour optimiser le processus, vous pouvez alors standardiser des procédures,
Par exemple, en mettant en place des checklists pour la préparation des salles et pour former en fait le personnel et le sensibiliser à l'importance de la ponctualité. Donc, si je reprends en fait les démarrages tardifs, si vous avez constaté que les délais de démarrage des interventions, c'est en moyenne de 20 minutes, par exemple chez vous, et que ces retards sont dus à des briefings d'équipe qui débordent, bah, la solution, bien entendu, pourrait être de réorganiser les briefings pour qu'ils se terminent avant l'heure prévue du premier passant. Que prenez-vous, j'ai une question, que prenez-vous pour calculer le taux d'occupation? Nous, on le calcule avec l'heure d'entrée du patient et l'heure de sortie, plus le temps de nettoyage. C'est tout à fait ça. C'est vous prenez l'heure d'entrée du patient, l'heure de sortie, plus le temps de bio-nettoyage. Ce temps de bio-nettoyage, en fait, ça peut être quelque chose qui est normé, une moyenne, en fait, pour tel type de procédure chirurgicale propre, ou en fait, d'avoir un temps plus précis. Mais c'est bien comme ça, en fait, que la littérature propose son calcul. C'est entrée du patient, sortie du patient. Et c'est ce que je vous disais, c'est que c'est un indicateur qui est global quand en fait on veut rentrer dans la qualité du processus, faut en fait, avoir tous les top opérateurs au milieu pour savoir en fait comment on travaille. Et donc voilà, le taux d'occupation des vacations va mettre en perspective un travail d'équipe. Donc finalement, si je veux identifier la bonne qualité d'organisation du chirurgien, du brancardage, de l'anesthésiste, ça va pas être suffisant. Par contre, ça va me permettre de voir si j'ai, déjà des latitudes pour augmenter la planification ou si je sous-consomme ou surconsomme mes équipes paramédicales. Mais je suis pas encore sur la qualité propre, en fait, du processus. Et donc on a enfin un troisième type d'indicateur, c'est un peu les indicateurs tabous et pourtant faut pas, c'est l'indicateur financier. Parce que finalement, l'interprétation économique, elle va assurer la rentabilité du bloc opératoire. Parce qu'on va pas se mentir, le budget, il est pas extensible à l'infini. Moi, j'ai rencontré il y a pas si longtemps un établissement public qui avait un déficit de 50 millions d'euros. Bon, oui, bien sûr qu'on peut se dire que c'est pas voilà, c'est du public, c'est bon, faut pas compter. Mais sauf qu'il y a un moment, quoi qu'il en soit, en fait, l'établissement pourra pas aller plus loin. Enfin, donc il y a bien un moment où on est obligé d'avoir un regard économique, voire et médico-économique. Il faut être capable d'évaluer les coûts qui sont excessifs, comme les heures supplémentaires qui sont pas planifiées ou, l'utilisation inefficace des ressources. Donc chercher vraiment à identifier les opportunités, d'économie, par exemple en je sais pas, en réduisant les temps morts ou en optimisant les stocks de matériel. Donc voilà, on peut calculer des ICR, on peut calculer en fait des, recettes T2A, enfin, il y a plein de choses qui sont faisables. Mais après, encore une fois, tout le monde ne va pas forcément chercher à consommer la même information. Donc cet indicateur économique, médico-économique ou financier va être, peut-être consommé par, d'autres personnes que par des cadres. Je vois qu'Arcachon est en train de m'écrire. Je vais passer à la slide suivante et je lirai votre message par la suite. Donc tout ça pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, bah, peut-être que vous n'améliorez pas votre organisation parce que vous présentez des chiffres qui mêlent plusieurs métiers, donc il faut faire le tri. Donc il y a ces 3 types, d'indicateurs, donc cherchez en fait à les faire consommer en fonction du profil adapté de chacun et on verra par la suite sur le partage de l'information à quel point cela peut être important ou pas. Datamento, bah, on produit jusqu'à 300 indicateurs différents. Donc en fait, c'est beaucoup, c'est même beaucoup trop pour une seule personne. Mais il faut bien comprendre que ces indicateurs, si on en a fait autant, c'est pour que ça corresponde aux objectifs, aux problématiques, aux questionnements en fait de chacun. Un directeur financier ne voudra pas regarder la même chose qu'un cadre de bloc, qui ne voudra pas voir la même chose qu'un infirmier, qui ne voudra pas voir la même chose qu'un chirurgien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Arcachon me demande quand il y a beaucoup de temps accordé aux installations du matériel lors de changements de spécialité dans les salles, comment faut-il l'intégrer? En fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, comment faut-il l'intégrer dans les calculs ou comment est-ce qu'il faut améliorer ce processus? Parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, sur les règles méthodologiques, dès lors qu'il y a un temps de préparation, si le patient, en fait, n'est pas en salle, ça va pas se voir. Donc en fait, on va avoir des temps interpatients qui sont assez importants. Mais par contre, en fait, si on sait que sur une certaine spécialité, il y a, en fait, ce changement de matériel qui pose souci et qui prend du temps, on va chercher à objectiver par rapport, en fait, au jour de la journée. Mais là, pour le coup, ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que c'est aussi un travail qui doit être fait dès lors de la réunion de régulation. C'est on sait qu'on va avoir, des problèmes liés aux équipements
et que ça va impacter la qualité d'organisation. Donc l'idée, c'est pas tant en fait de savoir comment est-ce qu'on intègre ou pas, mais c'est savoir en fait comment est-ce qu'on va répondre à cette contrainte-là. Est-ce que finalement, on a vraiment une contrainte immobilière chez soi qui fait qu'on ne peut pas avoir suffisamment d'espace pour faire une activité lissée sur une seule salle? Ou est-ce qu'on est obligé de naviguer sur plusieurs salles? Donc là, c'est un travail en fait où on le verra par la suite, il faut analyser la cause racine et chercher en fait à savoir comment apporter une solution, sur cet axe-là. Après parfois, faut juste constater qu'il y a pas de solution, qu'on n'a pas l'espace géographique nécessaire pour pouvoir changer en fait ce fonctionnement et on accepte d'altérer la qualité de son organisation. Excusez-moi, il faut juste que je charge avant de vous couper en cours de route. Hop, hop. Je reviens dans 20 secondes. Hop. Donc là, normalement, vous avez perdu mon écran, non? Donc madame Petit me dit: «Pas toujours facile de réduire les temps morts lorsque plusieurs salles sortent en même temps et qu'il n'y a pas autant de ressources dispo pour le bio-nettoyage». Et ben, ça fait partie des questions, en fait, qu'il faut remonter sur les causes racines et justement chercher à identifier, en fait, quelles sont les solutions qui sont possibles. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas assez de ressources pour le bio-nettoyage? Est-ce que ça nécessite finalement des recrutements derrière? Est-ce que ça nécessite de travailler sur des horaires qui vont être décalés sur l'ouverture des salles ou sur, en fait, l'intégration, en fait, de différentes, spécialités? Enfin, pour le coup, oui, c'est pas facile, mais il y a forcément des réponses qui sont apportées et c'est peut-être des réponses qui seront faites et proposées par les IA, des iBots en place ou par les équipes qui s'occupent du bio-nettoyage. Donc moi, je suis à peu près certain, je fais régulièrement des audits au bloc opératoire et voilà et je peux vous affirmer en fait qu'il y a des solutions à peu près pour tous les segments. J'ai mon écran où je partageais qui ne marche plus, donc je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Confirmez-moi en fait que vous voyez encore les 300 indicateurs. Là, je passe en fait à qui doit consommer les indicateurs. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Très bien. Bon, bah, tant mieux, moi je vois plus. Heu, donc Donc là, pour répondre à la question de madame Petit, c'est justement en fait, là-dessus en fait que, finalement, on arrive sur des solutions et en fait, pourquoi est-ce qu'on n'améliore pas? C'est que parfois on consomme pas ou on diffuse pas l'information en fait correctement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire auprès de qui vous diffusez l'information et qui est-ce qui la consomme chez vous? Je vous laisse répondre et puis je reviens dessus juste après. En attendant en fait vos réponses, moi je vous fais juste un petit focus. Alors qui n'engage que moi. Mes associés sont peut-être pas même pas forcément d'accord avec ce que je dis là-dessus, mais moi, c'est ma conviction. Il y a un terme déjà sur lequel, je veux revenir, c'est le terme en fait de vacation. Aujourd'hui, on parle de vacation et on se cache derrière. On donne une vacation à un chirurgien, youpi, on donne une vacation. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette expression et je pense que c'est un biais sémantique qui contribue au fait que les acteurs se sentent pas pleinement concernés. Je ne donne pas une vacation à un chirurgien, je lui mets à disposition des ressources paramédicales postées, des êtres humains en fait. Alors qu'une vacation, c'est qu'un volume d'heures avec un espace géographique offert. Donc on dévoie un petit peu les choses. Voilà, une vacation et en fait, c'est encore, c'est encore plus marqué quand derrière on va parler de débordement. J'ai débordé d'une heure. Non, on n'a pas débordé d'une heure. Là, on parle juste qu'on a débordé d'une vacation. C'est on lisse totalement en fait, la désorganisation. En réalité, on a impacté la vie personnelle d'une IAD, d'une IBOT, d'une équipe qui était présente, qui va peut-être devait rejoindre en fait ses amis, sa famille, faire les courses de Noël, faire enfin peu importe, qui avait une vie à côté et en fait, on impacte la vie personnelle et professionnelle de ses collaborateurs. Donc non, on n'a pas qu'une vacation et on ne fait pas que du débordement, on enquiquine la vie entière en fait en se cachant derrière des termes qui sont un peu lisses, qui sont un peu polis, qui sont un petit peu institutionnels. Donc voilà, moi je vais pas me battre, je peux pas changer en fait les termes d'occupation de vacation ou utilisation de vacation, mais je trouve que ça affecte considérablement l'impact en fait sur la représentation de sa désorganisation. Donc là, vous me dites que les chiffres sont consommés en CODIR, en réunion CME, équipe de bloc, conseil de bloc, PH, direction paramédicaux, encadrement, chirurgien, anesthésiste, CODIR. Très bien. Alors, moi j'ai envie de dire que ce que vous me présentez là, c'est très bien et c'est ce que fait tout le monde à peu près. Mais finalement, est-ce que ces chiffres sont réservés à une élite secrète, un club fermé? En fait, bah, pas du tout.
Et c'est peut-être là le secret. Aujourd'hui, un bloc désorganisé fait fuir ses ressources paramédicales. Et la fuite de ces équipes ressources paramédicales, ça génère elle-même une désorganisation supplémentaire. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pourquoi c'est important d'impliquer tout le monde et également les équipes paramédicales dans la diffusion de l'information. Moi, personnellement, ça me ferait particulièrement flic qu'on parle de moi, de l'organisation dans laquelle je travaille, dans laquelle je suis au cœur, sans en être informé et sans pouvoir donner mon avis. Et on verra par la suite que dans la compréhension des dysfonctionnements et dans la définition des solutions, il faut savoir s'appuyer sur tous. Tout à l'heure, on parlait du bio-nettoyage. Bah, le bio-nettoyage, en fait, si on laisse en fait juste un cadre évoquer des choses, bah, ça va peut-être être assez limitant. Alors que les IA des e-bots voient concrètement tout au long de la journée l'impact de bio-nettoyage, sont en contact avec les ASH et il y a plein de solutions en fait qui se présentent comme ça. Donc, faut vraiment pouvoir motiver en fait à la consommation l'ensemble des acteurs du bloc opératoire et ils sont nombreux. Tac. Donc monsieur Staley me dit, dans le conseil de bloc, il y a aussi tout le personnel du bloc une fois par an. Voilà, c'est bien, mais une fois par an et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a tendance à démotiver et à décourager les équipes et en fait, une fois par an, on va pas se leurrer, c'est pas là que les décisions vont se prendre une fois par an. Une fois par an, on va faire une grosse révision de la charte de bloc éventuellement qui va être validée par tous. Mais en fait, on va pas traiter du problème spécifique du bio-nettoyage sur en fait, le problème du lundi avec, telle spécialité ou du problème spécifique qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport au matériel sur lequel voilà, ça c'est des décisions qu'on peut prendre de manière un peu plus, habile et réactive, à la semaine ou au mois on verra par la suite en mettant en fait des référents. Donc oui, monsieur Bégrand. Management visuel autour des KPI. Donc voilà, c'est ça, c'est le partage de l'information. Alors après, il y a différentes choses qui peuvent se faire. Est-ce qu'on affiche juste en salle de pause des indicateurs ou est-ce qu'on fait des choses un peu plus fines en adaptant, et ça en fait on va en parler, en adaptant la consommation par rapport en fait aux besoins de chacun. Donc là, bah, on peut parler en fait des différentes personnes. Il y a la direction générale qui doit consommer, la direction médicale qui doit consommer, les chefs de pôle, les cadres, les équipes paramédicales et tout le monde en fait en fonction de choses différentes. Tout à l'heure, on a vu le taux d'occupation des vacations et bah, là, oui, la direction générale peut avoir le taux d'occupation des vacations, le chef de pôle également, le cadre santé aura des indicateurs qui seront beaucoup plus en fait liés au processus. Les équipes paramédicales, bah, c'est pareil, on pourra faire des focus sur le bio-nettoyage, sur les temps interpatients, sur en fait le brancardage, sur l'arrivée des patients. Enfin, il y a des choses en fait qui sont un petit peu adaptées en fonction du profil de chacun et on verra que chacun par la suite pourra apporter des solutions pratiques aux problèmes qui sont identifiés et moi je suis convaincu en fait que c'est pas un chef de pôle qui va apporter, la solution sur l'histoire du bio-nettoyage. C'est, bah, les personnes qui sont directement dedans en fait qui pourront apporter une solution à ce sujet. Donc qui doit consommer des informations? Donc on vient de le dire, tout le monde et en fait, bah, comment est-ce qu'il faudra faire donc pour que les indicateurs soient utiles à tous, enfin, c'est essentiel de les rendre accessibles et compréhensibles et j'en parlais en fait un petit peu à l'instant. Ça passe par la transparence des données et la formation à leur lecture et leur interprétation. Donc la transparence des données, bah, ça implique le partage des indicateurs avec toutes les parties prenantes, mais tout le monde au bloc opératoire et on n'est pas tous obligés de recevoir un pavé d'indicateurs, hein, juste, une page une fois de temps en temps sur ce qui me concerne et ça va encourager la responsabilité collective et permettre à chacun de comprendre les enjeux et les objectifs. Il faut adapter le niveau de détail en fournissant des indicateurs qui sont pertinents pour chaque groupe et ça évite de submerger les équipes avec des informations inutiles. Et ça évite aussi en fait d'entendre des gens en permanence râler en disant blablabla, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bah, ça va pas, tu as les informations, tu sais que tu peux agir. Mais par contre, pour agir, en ayant ces indicateurs, faut former à la lecture. Tout à l'heure, on parlait déjà du taux d'occupation des vacations. On parlait en fait d'interventions qui sont délocalisées. On voit que c'est un micmac et tout le monde ne comprend pas. Faut former. Même si je communique un taux activité ressource à un chirurgien, moi, personnellement, je maîtrise des indicateurs. Je fais ça tous les jours, à longueur de temps. Je communique un taux d'activité ressource à un chirurgien ou même à vous qui ne me connaissez pas, vous ne saurez pas ce que ça signifie. Je vais, sortir un chiffre de 80 d'activité ressource. C'est bien, c'est pas bien, ça veut dire quoi? Je suis un bon élève, j'ai travaillé est-ce que c'est suffisant pour comprendre mon activité, pour prendre des décisions, pour identifier ce qui va ou ce qui va pas? Donc voilà, former les gens, donc les former, ça peut être avec un outil de BI comme le nôtre sur lequel il y a des tutoriels, il y a des bases de connaissances qui peuvent se consommer de manière individuelle, mais c'est aussi faire des petites réunions de travail où finalement, bah, on reçoit l'ensemble des équipes paramédicales. J'ai fait ça chez un client par une fois, où j'avais une quarantaine, d'IA, des 10 bots qui étaient présents et je leur ai expliquer la sémantique et les aspects méthodologiques pour leur dire:
qu'est-ce que signifie en fait un indicateur. Et donc c'est une fois qu'on a fait ça, c'est également important d'encourager le feedback et les échanges. On doit avoir des réunions régulières qui permettent de discuter des indicateurs, des progrès réalisés et puis des difficultés qu'on rencontre. Là, on m'a évoqué 2 ou 3 en fait difficultés. Bah, voilà, moi je suis ravi qu'on m'en parle, et si on travaille ensemble, on pourra en parler en fait de façon d'autant plus précise. Mais il faut aussi en fait en parler avec les personnes concernées. Ça peut être de manière informelle, autour d'un café, durant la salle de pause ou durant une réunion dédiée, peu importe. Mais en tout cas, faut qu'il y ait ces échanges pour, en fait, pouvoir initier des solutions. Et donc on fait quoi de ces indicateurs? Bah, là, on arrive, en fait, dans le cœur du sujet. Alors on peut les regarder fixement, en espérant que les choses s'améliorent, hein. Mais, bah, en fait, ça fonctionne pas trop et malheureusement, bah, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'établissements. C'est qu'il y a quasiment tout le monde qui produit de la donnée. Il y a 10 ans, c'était pas encore le cas. Aujourd'hui, tout le monde produit des chiffres. Mais en fait, parfois, c'est à se demander si c'est uniquement pour faire plaisir aux instances, à la direction ou par finalement, en fait, obligation légale. Donc, hem, faut comprendre en fait que l'indicateur, c'est quelque part juste un signal, c'est pas la solution. Un indicateur anormal indique un problème sous-jacent. C'est comme une alarme incendie qui se déclenche, faut pas trouver le feu. Enfin non, c'est justement ça, c'est qu'en fait, faut aller éteindre le feu, faut pas juste éteindre l'alarme. C'est mieux quand on le met dans le bon sens. J'ai fait un atelier il y a pas longtemps avec un étudiant, pas du tout, un collégien de troisième que j'avais pris dans la boîte et j'avais donc animé un atelier et je lui avais demandé de me dire ce que c'était un indicateur. Donc il avait potassé un peu le sujet et finalement il m'a donné la meilleure réponse qui soit. Donc comme quoi il faut aussi, un peu profiter, de regard des autres. Il m'avait dit qu'un indicateur, c'était juste une indication. Bah, voilà, c'est ça, un indicateur, c'est pas une réponse, c'est une indication. Donc, ça sera important de comprendre en fait la cause racine. Il faut utiliser des méthodes d'analyse approfondies. Alors, moi, je peux vous proposer les 5 pourquoi ou le diagramme d'Ishikawa, vous verrez par la suite, qui sont des outils qui sont très très pratiques pour creuser et trouver la source du problème. Et donc, pour ça, bah, faut impliquer les personnes qui sont concernées dans l'analyse. Il faut arrêter de supposer pour eux de manière hasardeuse et il faut les consulter, vraiment ceux qui sont sur le terrain. Moi, comme je vous disais, je mène de temps en temps des audits au bloc opératoire et finalement, c'est durant les conseils de bloc et en échangeant avec les équipes paramédicales que je trouve le plus d'informations, vraiment nécessaires à identifier les causes profondes des problèmes pour en fait, avoir des solutions face à ces indicateurs. Il y a pas si longtemps, j'étais, dans un bloc et donc, bah, durant un audit et j'ai une IAT qui comprenait pas pourquoi en fait, l'extubation se faisait pas en fait en salle de réveil. Elle venait d'un autre établissement, en fait, auparavant et dans ce nouvel établissement, bah, voilà, l'extubation, en fait, se faisait en salle alors qu'il y avait la SSPI qui était immense avec, une équipe dédiée, qui était assez nombreuse et elle comprenait pas. Donc finalement, bah, en discutant avec elle, j'ai pu identifier, en fait, des problèmes de communication et de protocole qui étaient pas respectés. Donc voilà et donc finalement, bah, là-dessus, après on a remonté la pelote pour aller proposer des solutions. Donc je peux vous proposer alors moi, c'est un peu mon best-of celui-là, c'est les 5 pourquoi et en fait, c'est des choses qui en plus qui sont faciles à retenir et après donc vous verrez, il y a le diagramme qui est un peu plus complexe en fait visuellement, mais en fait qui est assez intéressant à construire. Donc on va prendre en fait, la méthode des 5 pourquoi avec un exemple concret. Alors là, c'est écrit un tout petit peu petit, mais c'est pas grave. Je pourrais vous communiquer le support si vous voulez. On a des interventions qui commencent systématiquement avec 30 minutes de retard et donc bah, voilà, là, on a juste 5 pourquoi qui vont permettre de remonter un petit peu, à la cause racine. Pourquoi cela se produit? Parce que les patients ne sont pas prêts à temps. Si je me borne à ça, j'irai nulle part. Donc en fait, on enchaîne avec 4 pourquoi. Pourquoi les patients ne sont-ils pas prêts à temps? Parce que les transports, en fait, des patients du service au bloc est retardé. Pourquoi est-ce que le transport est retardé? Parce que le personnel de transport est insuffisant le matin. Pourquoi le personnel est insuffisant le matin? Parce que les plannings ne tiennent pas compte des pics d'activité. Et pourquoi les plannings ne tiennent pas compte des pics d'activité? Parce qu'il y a une mauvaise planification du personnel de transport aux heures de pointe. Et donc ainsi, la cause racine, bah, c'est une mauvaise planification du personnel de transport aux heures de pointe. Donc à travers cette méthode, on voit que la cause des retards n'est pas seulement liée à une absence de matériel prêt, mais à un manque de communication formalisée entre les équipes, entraînant un manque de préparation. Donc la solution, elle pourrait être de mettre en place un processus de communication qui soit standardisé pour s'assurer que le planning est partagé suffisamment tôt avec toutes les équipes concernées. Donc vraiment, essayez-le, hein, franchement, moi la première fois que je suis tombé dessus il y a quelques années, je trouvais ça tellement bête que je me suis même pas arrêté dessus, quoi et c'est assez efficace, les 5 pourquoi. On a également en fait le diagramme d'Ishikawa. Alors c'est bien, c'est japonisant, ça fait un peu moderne ou un peu en tout cas lean management. Donc
Voilà, après, il y a d'autres outils qui existent. J'en vous propose, 2 aujourd'hui, il y en a plein, vous pouvez chercher en fait sur internet ou même demander. J'ai plein d'autres, outils à vous proposer. L'idée étant juste de chercher à être méthodique. Donc le diagramme d'Ishikawa, c'est aussi on l'appelle diagramme en arête de poisson. C'est un autre outil, qui est très utile pour identifier les causes potentielles d'un problème. Il permet de catégoriser, les problèmes possibles. Alors en fait, on va le voir là-dessus, suivant en fait plusieurs types de familles. Donc là, pour le coup, on a méthode, matière, milieu, main-d'œuvre et matériel. Et en fait, bah, dans chaque catégorie, on va chercher à identifier en fait les causes, racines qui peuvent être à l'origine. Donc là, si je prends uniquement la catégorie main-d'œuvre et que je reste sur les problèmes des retards au démarrage, ben, on va pouvoir lister qu'il peut y avoir un sous-effectif, des arrivées tardives des chirurgiens ou des anesthésistes, un manque de formation ou une mauvaise communication entre les équipes. Donc je ne vais pas vous faire tous les points, mais en fait, vous voyez un peu le principe, c'est qu'on liste en fait tous les biais par catégorie. Donc, on a les indicateurs, on a fait en sorte que tout le monde puisse les consommer, que tout le monde puisse les comprendre. Bah, en fait, faut derrière passer, faut passer à l'action, hein. Faut passer d'une culture de contrôle à une culture de confiance. Donc faut vraiment encourager les équipes à prendre des initiatives. Après tout, personne n'aime avoir un micromanager sur le dos, donc si on le rend en fait un petit peu autonome et légitime, il y a beaucoup de choses qui peuvent se déclencher et moi je le vois concrètement en fait sur le terrain. Donc faut former les équipes encore une fois à l'utilisation des indicateurs, faut leur donner les clés pour comprendre et agir et en fait, après, il faut les encourager sur la prise de décision au plus près du terrain. Donc décentralisez autant que vous pouvez, faites confiance, c'est assez libérateur pour tout le monde. Donc on peut donner un exemple. Si on a une équipe d'infirmières qui, identifie que le manque de matériel prêt, c'est une cause des retards, bah, cette équipe, elle va être capable de proposer et de mettre en place un système de préparation du matériel la veille et en formant les équipes à la compréhension des données, bah, elles peuvent savoir lire et interpréter les indicateurs pertinents pour réaliser ce travail. Et donc, en décentralisant cette décision, bah, ça permet aux équipes de résoudre rapidement des problèmes sans attendre des validations hiérarchiques qui peuvent être un petit peu longues. Je vérifie s'il n'y a pas de questions en plus. Tac. Donc, n'hésitez pas en fait à m'interpeller, à me dire si je dis des bêtises, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et donc, c'est important dans tout ça de clarifier en fait bah, les attentes envers, pardon, envers chaque rôle. On va éviter la surcharge des cadres, on va répartir les tâches de façon équitable. Chacun doit savoir en fait ce qu'on attend de lui et aujourd'hui, malheureusement, on voit bien qu'on fait porter la responsabilité de la performance du bloc opératoire sur les épaules des cadres et quasiment exclusivement des cadres. Parfois, effectivement, il y a les chefs de pôle qui sont acteurs là-dessus, mais on demande beaucoup de choses en fait au cadre, alors qu'à mon sens, le cadre est vraiment uniquement sur un travail de planification, enfin de gestion des plannings et en fait de processus, en fait de flux patient. Donc en fait, vraiment sur du pilotage quotidien. Donc voilà, chacun doit avoir son rôle. Donc important dans votre démarche d'amélioration de l'organisation, de créer des référents pour les domaines clés. Voilà, c'est à mon sens une bonne idée. Faut nommer des personnes en fait en charge de domaines spécifiques, comme un référent pour le matériel ou un autre pour la logistique patient, enfin peu importe, qui va permettre une responsabilité accrue et une communication qui sera beaucoup plus fluide. Donc chercher à aligner les rôles avec les compétences et les forces de chacun. Faut trouver, il y a des personnes, c'est des leaders naturels. C'est ceux qui montrent en fait des aptitudes particulières pour guider les autres et en fait c'est vraiment essentiel. J'avais un exemple comme ça encore une fois sur un établissement dans les Alpes où on avait un anesthésiste qui était très efficace dans l'organisation des flux et en fait qui a été impliqué dès qu'il fallait réguler. Et en fait, ce type, c'est vrai qu'il avait une aura particulière, il avait un charisme en fait assez fort, il était extrêmement bienveillant, extrêmement aimé par ses équipes IAD. Et donc, encore une fois, c'était un établissement qui est dans les Alpes, à la frontière suisse, une grosse concurrence avec la Suisse. Tout le monde part en Suisse, hein, on gagne 2 ou 3 fois plus. Je connais le problème, j'habite Annecy. Et en fait, lui, il a réussi à stabiliser ses équipes IAD. Il a vraiment le volume qu'il faut parce qu'en fait, de l'écoute, du leadership, du dialogue de gestion, de l'écoute active, de la formation, de la communication. Et il a vraiment réussi à faire en sorte que ces équipes ne se posent pas du tout la question de partir en fait sur Genève. Alors que l'équipe en parallèle d'IBOD, il y avait une grosse carence, enfin, ils tournaient en fait, il manquait la moitié des équipes. Donc c'est un bloc opératoire qui avait 10 salles et finalement, bah, ils pouvaient tourner uniquement sur 4 parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources. Alors que si on avait cet anesthésiste en fait sur différents segments, eh ben, il y a beaucoup de choses en fait qui pourraient, très clairement s'améliorer. La gouvernance, le gros mot de l'hôpital.
ou alors celui derrière lequel on se cache et en fait, des choses sont faites, bien faites ou mal faites, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un réel sujet. Donc, il faut vraiment mettre en place une gouvernance qui est efficace et enfin, c'est crucial pour pouvoir améliorer son organisation. Il faut vraiment établir une stratégie claire pour le bloc opératoire. Il faut définir des objectifs précis. Ça peut être réduire les retards de 20 points en 3 mois, par exemple. Et pour ça, en fait, il faut communiquer cette vision. Et donc, tout le monde doit la comprendre pour savoir en fait où on veut aller et pourquoi. Et donc, ça, c'est vraiment une vision stratégique. Donc, encore une fois, je disais, chacun doit jouer son rôle. Et donc, ça, c'est pas forcément au cadre. Le cadre peut faire remonter en fait les points sur lesquels on pourra améliorer le bloc opératoire. Mais ça, à mon sens, c'est quelque chose qui doit être porté par la direction. Donc, il est important que le DG soit impliqué sur ces sujets du bloc opératoire et d'ailleurs qu'il vienne parfois faire un petit tour au bloc opératoire. Donc, on va chercher à créer des instances de pilotage qui soient inclusives. Un conseil de bloc opérationnel peut inclure, comme on en parlait tout à l'heure, des représentants de toutes les catégories de personnel. Des réunions planifiées, en fait, régulièrement, vont assurer en fait un suivi continu. Donc, il faut assurer un suivi rigoureux des actions. On va utiliser les indicateurs pour mesurer l'impact des décisions qui sont prises. C'est vraiment essentiel. On va avoir des tableaux de bord dynamiques qui vont permettre de visualiser en temps réel ou à la semaine ou au mois l'évolution des indicateurs clés. On a pris des décisions, on mesure en fait finalement si cette décision a été prise à bonne ou à mauvaise escient, s'il faut la réajuster, si on a réussi ou pas réussi. Donc, il faut vraiment être flexible. Si une action ne produit pas les effets escomptés, il faut être prêt à ajuster la stratégie. Et donc, on favorise une culture de la responsabilité où chacun est vraiment responsable de sa part. Et c'est très important, en fait, de le signifier à tout le monde. Et on encourage chaque membre à s'approprier les différents objectifs du bloc opératoire. On valorise les succès, on célèbre les améliorations, puis même si elles sont toutes petites, hein. Et puis, en fait, on fait un feedback constructif pour, en fait, chercher, en fait, à aborder des points améliorés de manière plus positive. Et puis, quand on se casse la figure, quand on n'arrive pas, bah, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs, on rebondit dessus. Je vois qu'Arcachon m'écrit. Donc, j'ai encore plein de slides derrière que je vais pas toutes vous montrer parce que là, on parle plus d'état d'esprit par la suite. J'ai un chez ah, mon écran marche plus, mais je pourrais vous communiquer. Oui, monsieur Pignou, je vous en prie. Je pourrais envoyer le replay. De toute façon, on arrive sur la fin, donc là, on va partir sur des questions-réponses, mais je pourrais envoyer le replay, monsieur Pignou.